LBE oder auf Französisch DLC heisst lineare Beschreibung, Einstufung. Im Jahr 1990 sind der Direktor Chava und ich an einem Workshop von der Europäischen Vereinigung der Holsteinzüchter in Italien. Und alle Länder eigentlich, die in dieser Vereinigung waren, haben die lineare Beschreibung gekannt, haben mit der gearbeitet. Nur die Schweiz hatte kein so ein System gehabt. Die Schweiz hat eigentlich ein Beurteilungssystem gehabt, hat das geheissen, die kantonale Beurteilung mit 4 Noten. Format, Gliedmasse, Utter, Sitzen. 5 Noten, 1 war das Schlimmste, 5 war das Beste. Beurteilt haben das sogenannte kantonale Experten. Es hat ja eine Tierzuchtförderung gegeben und die war in der Tierzuchtverordnung festgeschrieben. Wer macht was, wer ist verantwortlich für was und wer zahlt was. Die Zuchtverbände waren verantwortlich für das Herdenbuch, Abstammungskontrolle und so weiter. Milchkontrolle, sie haben also die Milchkontrolle, die Milchmenge geprüft. Sie haben Milchanalysen gemacht, Fette, Eiweiß. Die KB hat sich um künstliche Besamung gekümmert und die Kantone die Beurteilung der Tiere. Und da waren wir in Cremona in dem Jahr 1990 in einem Workshop, wo die LBE vorgestellt worden ist vom Europäischen Verband. Und im Heimfahren haben wir diskutiert, der Direktor Chava und ich, und er sagt zu mir, Markus, das ist der nächste Challenge, wir wollen die LBE einführen in der Schweiz. Bist du bereit? Ich mache das Politische und du machst das Technische. Und im 1991, eben wie wir gesehen haben, dass Kanada eigentlich die führende Nation ist, der Direktor Chava hat das sogar ein bisschen organisiert, dass wir 2 Wochen lang haben können auf Kanada, um eigentlich das System genau lernen. Von 1 bis 9, die Beschreibung, aber auch sicher mit einem kritischen Auge. Wir haben ja vorher dann auch schon in der Nachzuchtprüfung Tiere beschrieben. Der Monsieur Gilbert Valois war unser Professor, wo wir die Tiere eingestuft haben. Zuerst hat er uns das demonstriert und nachher dann hat er uns Zettel gegeben. Nachher dann haben wir die Kühe können selber beschreiben. Und wir haben auch sehr grosse Diskussionen gehabt. Das kanadische System war noch nicht so gewesen, wie es zum Beispiel heute ist. Ein kleiner Unterschied ist zum Beispiel, sie haben ein Vorruter und ein Nachruter wo wir nicht einverstanden waren, aber das war unsere Freiheit. Aber es war ein hervorragender Einstieg in das ganze System und man muss sagen, schlussendlich hat das Schweizer System sehr stark im kanadischen System gleich gesehen. L'introduction de la DLC a aussi permis de définir des critères de sélection pour lesquels on peut faire ce qu'on appelle une évaluation génétique, ce qu'on ne pouvait pas faire avec l'appréciation de la conformation. Donc c'est aussi un progrès énorme. Tous les éleveurs ont profité de ces évaluations génétiques pour progresser dans l'élevage et pour arriver à un succès énorme. Si on compare en photo des vaches de 1990, 1995, 2000 à des vaches d'aujourd'hui, on voit tout de suite la différence. Et c'est le résultat de la sélection qui a été possible grâce aux évaluations génétiques, notamment aux évaluations génétiques des critères de morphologie. La particularité du Herdbook Holstein en Suisse, c'est qu'il est né naturellement avec l'importation de ce sang Holstein dans les années 70 depuis le Canada. L'élevage a influencé la technologie et la technologie a influencé l'élevage. Évidemment, à l'époque, on treillait à la main. C'est-à-dire que les treillons étaient plus volumineux pour que le treilleur ait quelque chose de bien en main et puis qu'il puisse procéder à la traite de manière correcte. Avec l'arrivée de la traite mécanique, on a déjà eu un phénomène, je dirais, diminution du volume des treillons. Et puis, c'est quelque chose qui a continué ces dernières années avec l'arrivée des robots de traite, où là, il y a vraiment une importance très élevée par rapport au placement des treillons, l'orientation des treillons, la grandeur des treillons,
effrayant. Il y a aussi eu d'autres périodes qui étaient assez houleuses, notamment dans les années 90, la crise de la vache folle. Avec cette crise de la vache folle, il y avait eu l'intention de la part du Conseil fédéral de tuer toutes les vaches qui étaient nées avant une telle date, ce qui aurait évidemment mis à mal tout un cheptel, tout un travail génétique qui était en main des éleveurs, une pression politique et sociétale toujours plus forte. Cette pression n'a pas beaucoup changé depuis cette fin des années 90, la fin du précédent siècle, mais elle a eu beaucoup de conséquences sur les éleveurs en soi. Ce travail d'éleveur, ce travail d'agriculteur n'était pas du tout reconnu dans notre pays. Le début des années 90 a vraiment été une période charnière entre l'ancienne politique qui était le résultat en fait de ce qu'on avait fait pendant la guerre et après la guerre pour nourrir la population suisse avec son agriculture, réduire en fait beaucoup tout ce qui était prescription étatique sur ce que les éleveurs avaient le droit ou pas le droit de faire. Et c'est clair que ça a aussi participé au développement de la race Holstein, à sa diffusion dans l'ensemble de la Suisse. Les éleveurs se sont plus pris en main eux-mêmes, de dire comment est-ce que je me positionne, je me spécialise sur la production laitière, comment je développe à la fois mon troupeau et mon exploitation sur cette base-là. Jusqu'en 2000, c'est la Fédération Holstein-Switzerland qui importait les taureaux et qui achetait les doses de taureaux à l'étranger. Depuis 2000, il y a eu une convention avec Swiss Genetics et il y a une commission génétique qui a été mise en place. Et cette commission génétique avait 3 personnes de Holstein Switzerland et 3 personnes de Swiss Genetics. C'est là, dans cette commission, qu'on choisissait un peu les taureaux de l'offre qu'on allait proposer aux éleveurs durant la saison qui suivait. Il y avait le programme des taureaux suisses, les taureaux qu'on achetait aux éleveurs suisses, mais on a toujours essayé d'avoir dans notre offre les meilleurs taureaux au monde. L'arrivée de la génomique a énormément changé, justement ces voyages de sélection, le choix des taureaux. Aujourd'hui, depuis l'arrivée de la génomique, en 2010, on n'a plus besoin d'aller voir les filles des taureaux, on analyse plutôt les familles. Les voyages de sélection ont complètement changé depuis l'arrivée de la génomique. Dans les années 90, les premières baisses du prix du lait, et puis là, c'est clair qu'il y a eu des producteurs de lait qui étaient fort mécontents, ce qui est bien compréhensible, avec à la fois un plafond sur la quantité qu'ils ont le droit de produire et puis un prix qui baisse pour un entrepreneur. Évidemment, c'est pas la meilleure des perspectives. À partir de 1999, l'État ne s'est plus mêlé de dire toi t'as le droit de faire du gruyère, toi t'as le droit de faire de l'emmental, et le troisième a le droit de faire du beurre, et dans telle et telle quantité avec telle marge, comme c'était le cas avant. Ce développement, cette libéralisation par étapes qui a donné successivement effectivement aussi la pression sur le prix du lait. Alors, avec un prix du lait plus bas, il faut adapter ses coûts de production. Et là, une vache plus productive, qui est une meilleure transformatrice d'herbe et d'autres fourrages en lait de manière plus efficace. Ses effets sur le prix du lait, la possibilité de produire davantage par exploitation a donné un bon coup de soutien à la Holstein pour faire face à ce défi de productivité et d'efficacité. Pour faire de l'élevage, il faut des données. Donc on récupère des données sur les exploitations de 2 types. Une fois par mois sur toutes les exploitations, des échantillons de lait et des données sur les quantités de lait. Donc les quantités de lait, c'est facile, c'est des kilos qui sont mesurés, et puis les échantillons de lait sont destinés à mesurer les taux de protéines, taux de graisse, taux de cellules et d'autres paramètres. Donc ça, une fois par mois, c'est prélevé sur les exploitations pour toutes les vaches qui sont enregistrées dans le Handbuch Holstein. Les autres données sont des données de la morphologie qui viennent de la DLC. Ja, da haben wir natürlich im bei Holstein Switzerland super Hilfsmittel, was wir als Züchter natürlich alltag brauchen. Holstein Vision für Daten
wo wir Einsicht nehmen können. Alle Daten von der Kuh ist alles dort festgehalten. Und was wir noch mehr brauchen als Züchter ist natürlich das Holstein Mobile, die mobile Applikation, die wir auch Tage brauchen, für Gesundheitsdaten erfassen, Besamungen oder auch nachschlagen, was wir, wenn es eine Kuh trächtig ist. Dort haben wir 2 super Hilfsmittel, die Holstein Switzerland allen Züchtern zur Verfügung stellt. Und das ist wirklich auf der neuesten Version, wo wir wirklich glücklich sind als Züchter, dass wir das Hilfsmittel haben. Avec le temps, on a dit qu'il faut restituer ces données aux éleveurs, il faut qu'ils y aient accès. Et puis une deuxième chose, il faut mettre en valeur ces données pour qu'elles servent aussi à l'éleveur à des buts de gestion de troupeaux. Et puis on le fait, bien sûr, grâce au développement de l'informatique, c'est beaucoup plus facile. Donc on a développé à la fin des années 90, quand je suis arrivé à l'ancienne Fédération suisse d'élevage Holstein de l'époque, on était au balbutiement de Holstein Vision. Momentan muss ich sagen, habe ich das Gefühl, die Holstein-Kuh ist momentan noch am Zuchtziel. Sie ist langlebig, sie ist leistungsbereit. Was in Zukunft noch wird sein, wird noch vermehrt Futter aus dem Grundfutter, die Leistung aus dem Grundfutter können machen. Aber die wichtigsten Parameter wären weiterhin gute Gliedmasse, gute Utter, breit im Format, dass ja Kapazität hat, Rohfutter aufzunehmen. Und das ist von mir aus gesehen das Wichtigste auch in Zukunft für die Holstein-Kuh sich weiterentwickelt. Quand j'étais enfant, où je participais à des expositions avec mon papa ou avec mon frère, pratiquement à chaque exposition, le bilan disait « mais c'est phénoménal comme les vaches ont évolué, comme on a atteint quasiment un idéal ». Et puis l'année suivante et les années d'après, chaque fois, on a l'impression qu'on a atteint la vache idéale. On ne sait pas ce qu'on pourrait améliorer de plus. Mais en fait, eh bien, il y a toujours une évolution qui se fait. Il y a 20 ans, on n'aurait pas pu dire quelle aurait été la vache idéale de 2023. Et puis maintenant, on ne peut pas dire quelle sera la vache idéale de 2040 ou 2050.